Dès son installation effective sur notre territoire en 1882 à Obok notamment, la puissance coloniale s'est assignée pour objectif d'évangéliser les autochtones. Une volonté d'acculturation est menée parallèlement avec la colonisation du territoire. Ainsi, dans la foulée, la première mission catholique ouvre à Obok en 1885. Il s'agit des frères capucins et franciscains. Une mission est ouverte à Tadjoura et une autre à Ali Sabié. La puissance coloniale va multiplier les foyers sociaux et les écoles religieuses, aussi bien dans les régions que dans la capitale. Comme par exemple l'école de la Nativité, créée en 1933 pour les filles, ou encore l'édification de l'église protestante en 1964. Toutes ces missions de différentes congrégations servaient d'abord le dessein colonial. Leur prosélytisme était d'ailleurs soutenu et encouragé par les autorités coloniales qui les considéraient comme un excellent outil de propagande en appui de leurs efforts d'expansion territoriale. Beaucoup de missionnaires cherchaient ainsi à apprendre les langues locales dans le but de convaincre les autochtones et de les convertir. Hormis le fait de donner aux élèves des noms catholiques, la greffe ne prendra pas. Les populations locales très attachées à leur culture et à leur culte rejettent en masse l'enseignement catholique qui sera remplacé bien plus tard par l'école de la République. Mais la résistance culturelle face à l'occupation coloniale est également à mettre au crédit des leaders religieux et des hommes de foi qui ont jeté tous leurs biens dans la bataille contre l'évangélisation. C'est le cas par exemple du Hadji Didé, qui est originaire de Zeila, qui s'installe à Djibouti et construit la première mosquée de la ville de Djibouti à Quartier 2 en 1891. Hadji Didé, commerçant, consacre durant sa vie une grande partie de sa fortune à l'édification des madrasas et à la charité envers les populations les plus pauvres. Quant à Hadji Hamoudi, dont la mosquée centrale porte son nom, construite en 1897, il s'investira aussi dans cette résistance culturelle, notamment en achetant un grand terrain sur ses fonds propres pour y enterrer la population locale selon les rites musulmans. Ceci alors que l'administration coloniale interdisait l'enterrement dans cette plaine sous prétexte qu'elle était inondable. À côté de ces philanthropes, la résistance culturelle à l'occupation a été orchestrée également par des confréries religieuses, les Shafi'i et les Al-Qadriya. Ces confréries, regroupées autour des mausolées, sont devenues des foyers de résistance à la colonisation. Elles renforcent la foi et éduquent les croyants à s'opposer à la colonisation. Beaucoup de maqams, comme celui de Cheikh Gaboud à l'extrémité de Boulaos, le maqam Siraji au port de Djibouti ou encore Cheikh Rufa'i ont galvanisé la résistance. Il y a également Cheikh Ousmane Waïs, dont le mausolée se trouve à l'intérieur du camp Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane Waïs Ismail est né en 1919 à Holhol. Il a fait ses premières études à l'école islamique Al-Najahiyya, située au quartier 1. Très jeune, Cheikh Ousmane Waïs donne des instructions religieuses à la mosquée Hamoudi. À 20 ans, après une formation en sciences de la religion en Égypte, il devient qadi et imam. Il est militant indépendantiste. Il est le chef spirituel des PMP et des FLCS. Il est assassiné le 21 avril 1966 à Djibouti. Cheikh Ahmed est né à Magédo, non loin du village d'Assaguela. C'est un mystique et un saint dont les invocations et les prières ont été très fructueuses aux politiciens et aux commerçants. En 1977, les indépendantistes rebaptisent l'avenue 13 qui devient l'avenue Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed aurait vécu dans une avenue où tous les mouvements culturels et politiques sont nés. Il côtoie Mahmoud Harbi, Ali Aref et leurs contemporains. Que cela soit par leur prêche ou par l'enseignement de la religion, ses cheikhs et ses leaders ont servi de digue contre les tentatives coloniales d'évangélisation. Tous ces leaders religieux appartiennent pour toujours à la mémoire collective nationale.